mesdames, messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être aujourd'hui si nombreux à sacrifier votre repas de midi et de venir écouter cette conférence, donc, qui s'inscrit dans le cycle d'événements portant sur le thème du temps et organisé par la Fondation culturelle Musée Barbier-Muller. Donc, je m'appelle Clément Jacquemoux, je suis doctorant à l'École pratique des hautes études à Paris et je rédige une thèse sous la direction de M. Michael Hausmann qui est assisté de M. Jean-Luc Lambert. Mes recherches portent sur certains aspects culturels et religieux du peuple altaïen, donc qui est un peuple turc de Sibérie méridionale, et qui est le sujet du livre que la Fondation vient d'éditer. Avant d'aborder la présentation qui nous réunit aujourd'hui, je tiens à remercier chaleureusement Madame Matet et toute l'équipe de la Fondation culturelle et du musée Barbier-Muller de m'avoir soutenu financièrement et moralement dans l'aboutissement de ce projet qu'est le livre, et également de m'avoir invité à intervenir au cours de cette série d'événements accompagnant les nouvelles publications de la Fondation. Donc, comme nous le savons tous, le cycle de conférences proposé par la Fondation a pour thématique le temps, et ma présentation portera sur cet objet. Et je vous propose de l'aborder dans le contexte altaïen. Et donc, au cours de notre voyage chez ce peuple, nous marquerons quelques étapes qui nous permettront de comprendre au mieux la perception que ce peuple a pu avoir et a aujourd'hui de l'écoulement du temps. Donc tout d'abord, nous allons situer géographiquement les Altaïens et évoquer dans les grandes lignes leur mode de vie contemporain. Nous plongerons ensuite dans leur perception du temps, qui n'a pas toujours été homogène au cours de l'histoire. Nous verrons alors comment les différentes cérémonies rituelles, qui aujourd'hui ponctuent l'année comme la vie d'un individu, s'inscrivent dans une perception particulière du temps et qui se nourrit de diverses influences. Alors tout d'abord, localisons géographiquement les Altaïens. Donc ici on a une carte du monde avec l'Altaï qui se trouve en plein milieu de l'Asie. Donc du nord au sud, on se trouve vraiment au centre de l'Asie. Avec là on voit le lac Baïkal. Ici. Là, c'est le lac Balkach du Kazakhstan, Moscou, Saint-Pétersbourg. L'Altaï, ou aujourd'hui la République de l'Altaï, c'est un massif montagneux qui a des frontières communes avec le Kazakhstan, la Chine et la Mongolie. Donc, l'altitude augmente au fur et à mesure qu'on descend vers le sud-est, et en particulier en empruntant cette route qui mène à la Mongolie. Les collines boisées font place à des vallées plus ou moins encaissées, puis à des pics vertigineux. Donc là, j'ai quelques photographies. Il y a des montagnes à 4000 mètres, de grandes rivières. La Katoum, oui. Voilà, des grandes vallées profondes et vides, au pied des glaciers. Et plus on va vers le sud, plus on arrive vers une zone de steppe, d'altitude. Donc quand les montagnes s'ouvrent enfin, c'est à nouveau sur de vastes zones de steppe d'altitude qui sont les prémices du relief dénudé mongol. Donc non loin d'ici se trouve le point culminant de la Sibérie, qui s'appelle le pic Belouha et qui culmine à 4506 mètres. C'est à cause de ce relief, de ces paysages, qu'on a l'habitude de nommer l'Altaï en Russie la petite Suisse de Sibérie. Dans l'Altaï, la présence humaine est très ancienne, donc on retrouve des vestiges archéologiques qui datent des premiers hominidés. Aujourd'hui, c'est une petite république autonome au sein de la Fédération de Russie, d'une surface de 92 milliers de kilomètres carrés, donc soit 2 fois la taille de la Suisse,
et qui est peuplé de 200 000 habitants. Seulement. Parmi ces habitants, 30% d'entre eux sont un petit peuple dont la langue appartient au groupe des langues turques et que les ethnologues désignent communément sous l'ethnonyme d'Altaïens. Donc, les Russes forment globalement les 2 autres tiers des habitants de cette république, qui ne possèdent qu'une seule ville, Gorno-Altaïsk, ici. Gorno-Altaïsk. Mais l'ethnonyme altaïen désigne en réalité 5 petits groupes ethniques, donc les Altaï Kiji, qui sont les plus nombreux et qui sont le sujet principal du livre qui a été édité. Il y a ensuite qui sont 67 000. Il y a aussi les Telengites, qui sont 3700 et quelques, les Komandines, 3000 personnes à peu près également, les Toubalars, qui sont à peu près 2000 personnes, et les Tchelkans, 1 millier de personnes. Donc, comme il est possible de le constater sur cette carte, ici, en vert, nous avons la zone d'habitation des Telengites, donc qui sont à peu près 3500 personnes, les Altaï Kiji, qui sont 67 000 personnes. Ici, ce sont les Toubalars. Ici, les Komandines et là, les Tchelkans. Donc, on peut les diviser entre Altaïens du Nord et Altaïens du Sud. Donc, jusqu'à la période soviétique, les Altaïens du Nord pouvaient posséder un petit cheptel d'animaux domestiques, mais ils tiraient principalement leurs ressources alimentaires de la chasse, donc notamment l'hiver et à ski, de la cueillette et de la pêche. Et les Altaïens du Sud, quant à eux, étaient principalement éleveurs. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ils chassaient également, mais ce n'était pas là l'activité principale. Tous les peuples altaïens sont organisés en Seuk, qui est littéralement, veut dire os, et qui est le clan patrilinéaire. Donc, les membres de ce groupe de personnes se considèrent comme descendants d'un ancêtre mythique, souvent un animal, et en filiation patrilinéaire. Donc, ce qui veut dire que dans la société actuelle, tout le monde relève d'un clan et tous les biens se transmettent entre parents masculins de ce même clan, de père en fils. L'organisation sociale traditionnelle est en grande partie liée à leur vision du monde, animiste au sens large du terme, donc, qui est basée notamment sur l'idée que des esprits sont présents, au même titre que les hommes, dans le monde environnant. Des personnes qui savent quelque chose, qui en altaïen sont nommées Nemebilarkiji, donc la traduction littérale, personnes qui savent quelque chose, sont susceptibles d'interagir avec le monde invisible des esprits, et elles occupent une fonction de spécialiste religieux. Donc, le plus réputé de ces spécialistes religieux est le chaman, en altaïen Kam. Voilà, je suis désolé, ça coupe un peu ce que j'ai écrit. La seule mention du chaman ouvre tout un imaginaire en Sibérie, mais il n'est pas le seul personnage dans l'Altaï qui est supposé capable de faire le lien entre le monde des vivants et celui des esprits. Nous avons ici le chanteur de poésie épique, le Kaichi, ou encore le Tierlerchi, qui est un spécialiste religieux qui officie au sein d'un mouvement local apparu au début du XXe siècle qui s'appelle le burkhanisme et qui a pris le contre-pied du chamanisme, qui s'est posé pour faire face au chamanisme qui, à l'époque, avec la présence de plus en plus grande des Russes, le burkhanisme se plaçait en contrepoint du chamanisme qui était considéré comme incapable de résister à ce qu'ils voyaient comme une invasion de leur terre.
Donc, actuellement, après, il y a eu la période soviétique, et avec l'interdiction des pratiques religieuses, et actuellement, celles-ci réapparaissent et sont en pleine transformation. Donc, outre le retour du chamanisme et du burkhanisme, qui parfois s'inscrivent dans une dynamique New Age, donc avec tout le vocabulaire qu'on peut connaître, font qu'on a affaire à autre chose qu'au XIXe siècle. Parallèlement, l'Altaï connaît depuis une dizaine d'années une forte diffusion du protestantisme évangélique et du bouddhisme tibéto-mongol. Nous allons plus particulièrement nous intéresser au néo-chamanisme et au néo-burkhanisme, puisque je les appelle ainsi, puisque ce ne sont pas les mêmes choses qu'au début du XXe siècle. Donc, au sein de ces mouvements, des cérémonies collectives sont organisées qui ponctuent l'année et qui visent à assurer la prospérité du bétail, l'abondance du gibier et la bienveillance des esprits envers les membres de la communauté. Ces cérémonies s'inscrivent dans un cycle calendaire précis dont nous allons faire la présentation. Donc, parmi les cérémonies, ça coupe partout. Donc là, c'est la cérémonie de Nouvel An Chagabairam, qui littéralement veut dire fête blanche en mongol. C'est un nouvel an d'inspiration bouddhique ayant lieu au mois de février. Ici, nous avons le nouvel an altaïen Tilgayak, littéralement glissement de l'année, et qui a lieu à la fin du mois de mars. On voit tout de suite entre les deux photos que voilà. Donc à gauche le Chagabairam, ici à droite un autre Tilgayak, que c'est moins flagrant sur ces photos-là, mais il y a moins de neige au mois de mars en tout cas. C'est le début du printemps, le début de la saison chaude. Et nous avons encore deux autres rituels. Je n'ai pas les photos ici, je ne les ai pas inclus, qui est le rituel d'entrée dans la saison chaude Kajelbur, qui veut dire le rameau vert, qui a lieu au mois de mai-juin, et le rituel d'entrée dans la saison froide, le Saribur, le rameau jaune, qui a lieu au mois de septembre-octobre. Alors, intéressons-nous aux raisons qui associent ces cérémonies à ces périodes du calendrier. Alors, on va aborder globalement ce qu'est le temps pour les Altaïens. Alors, pour commencer, les termes qui servent à nommer le jour, la nuit, le mois lunaire, le nom des 4 saisons, l'année d'âge et l'année civile, et qui sont aujourd'hui quotidiennement utilisés par les Altaïens pour se repérer dans le temps, sont les mêmes que ceux qu'on a vus dans les premières mentions de textes qui remontent au 7e siècle, soit l'époque du premier empire turc. Donc, par ailleurs, l'analyse qu'a fait Louis Bazin du système de comptage du temps de ces Turcs anciens, donc Turcs du 7e siècle, voire avant, montre une certaine continuité des pratiques à travers l'histoire. Ainsi, ces termes que j'ai énumérés, jour, nuit, mois lunaire, les saisons, l'année d'âge et l'année civile, et la manière dont ils sont employés par les Altaïens contemporains dans leur vision du monde, leur rituel et l'organisation du quotidien, nous autorisent à supposer une certaine survivance de ces premiers calendriers turcs, et qui étaient des calendriers lunisolaires et naturistes, si on peut l'appeler ainsi. Et cette survivance a perduré malgré l'arrivée des Russes au sein du territoire actuel de la République d'Altaï, et malgré l'adoption progressive par le peuple altaïen du calendrier tel que nous le connaissons aujourd'hui, donc calendrier julien, puis calendrier grégorien, le nôtre. Donc, voyons voir ce qu'est un calendrier lunisolaire.
et un calendrier naturiste. Donc je rappelle que là je vais aborder quelque chose qui ne concerne pas directement les Altaïens, qui concerne les Turcs anciens, mais dont on peut retrouver des survivances. Alors, le calendrier lunisolaire et le calendrier naturiste sont tous deux basés sur une perception sensible et concrète des phénomènes naturels très apparents, tels que le lever et le coucher de la Lune et du Soleil, l'évolution des plantes, ou encore la météorologie saisonnière, qui, dans cette région, est bien plus stable et régulière dans le retour des phénomènes saisonniers. Car du fait de sa place centrale au milieu des terres de l'Asie, du fait de sa place centrale au milieu des terres de l'Asie, l'Altaï est moins soumis aux fluctuations capricieuses des masses d'air maritimes. Alors, le calendrier lunisolaire, c'est un calendrier qui se base sur l'observation des deux astres les plus visibles, le Soleil et la Lune, et qui, de par la fréquence et la régularité de leurs mouvements, permet de marquer le temps qui passe. Donc le Soleil qui se lève et se couche tous les jours, et qui en cela peut être perçu comme un nouveau soleil qui naît chaque matin. D'ailleurs, l'expression en altaïen, le soleil s'est levé, on peut dire, le soleil est né. Chikramkun, c'est ainsi qu'on peut le dire, c'est ça. Sonse Fista, un peu de mal, ça. Une cherté. On retrouve cette racine de naître en altaïen également aujourd'hui. Merci. Donc, le soleil, de par ses mouvements, donne également la notion d'année. Il y a la lune aussi, qui se lève tous les jours et qui effectue sa lunaison en 29 jours et des poussières, et qui donne la notion, l'idée de mois. Le soleil est en altaïen, et plus largement dans les langues turques, nommé kun, donc ce qui veut dire également jour. La lune est appelée ay, et ce qui signifie également mois, dans quasiment toutes les langues turques, si ce n'est pas toutes. Donc on peut dire qu'on a là une perception du temps assez simpliste, qui permet de compter les jours, les mois et l'année, dans une certaine mesure. Mais les Turcs anciens ont également remarqué le retour régulier des saisons, donc en particulier du printemps, qui se nomme Tias en altaïen, et qui est marqué par le reverdissement des herbes. Donc ainsi, cette donnée formelle observable dans la nature, à laquelle allaient s'ajouter d'autres données, telles que l'arrivée de la saison chaude, l'arrivée de la saison froide, la période d'accouplement des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, les différentes périodes de nomadisme, puisqu'on suit beaucoup plus les animaux qu'ils ne nous suivent, nous, quand on nomadise. Donc tout cela allait donner naissance à un calendrier de plus grande ampleur que le calendrier lunisolaire, en fixant le retour des phénomènes à plusieurs mois d'intervalle, donc plus ou moins 12 mois, c'est-à-dire une année. Alors, voici le calendrier et le nom des mois en altaïen, et on voit qu'il a, dans une certaine mesure, gardé cette perception des phénomènes naturels. Donc, Chaganai, le mois blanc en langue mongole, le mois du mouflon, le mois de l'élan, le mois du bismartagon, le mois du coucou, de la petite chaleur, de la grosse chaleur, le mois du chevreuil d'automne, du cerf-maral, le mois du grand souffle, le mois du petit souffle et le mois du chevreuil d'hiver. Donc la notion d'année, qui est marquée par l'idée de reverdissement des herbes ou d'humidité tiash en turc, qui marque le printemps, servira
pour marquer le décompte de l'année d'âge, que l'on retrouve également chez la plupart des peuples turcs contemporains. Donc en altaïen, on demande « Quel âge as-tu » Sege kancha tias. Mege uduspesh tias. Quel âge as-tu? J'ai 35 ans. Donc, ça, on retrouve ici un petit peu l'équivalent du français, comme lorsqu'une personne dit qu'elle fête ses 35 printemps, par exemple. La première mention de l'année de calendrier, c'est-à-dire une année de caractère social, détachée de la définition concrète et empirique, tout à fait personnelle aussi, du reverdissement printanier, et qui est susceptible d'être insérée dans une période, puisque là, on peut compter les années que l'on a nous, mais au sein d'une plus grande période, on ne sait pas comment dire en quelle année nous sommes. Donc, cette notion apparaît au 7e siècle, et l'année, dans ce cas-là, est nommée Til. Donc, à titre d'exemple, bonne année se dit en altaïen Tiangmi Tilla. Donc là, on a une année personnelle, Tiash, et une année d'âge, et une année civile, Til. Dans ce calendrier lunisolaire et naturiste, la nouvelle année, donc à peu près au moment de l'équinoxe vernal, à la fin du mois de mars, donc au moment du reverdissement des herbes. Et nous pouvons donc émettre l'hypothèse que le nouvel an altaïen Tilgayak, le glissement de l'année, qui a lieu à cette période, est peut-être une des cérémonies altaïennes les plus anciennes. Mais par contre, actuellement, les altaïens, beaucoup disent que c'est peut-être dû à une influence chrétienne, notamment russe, orthodoxe, et du fait de la Maslenitsa, qui est le Mardi Gras orthodoxe, qui marque la fin de l'hiver et qui a lieu à ce moment-là. Donc c'est quelque chose à creuser. À partir du 8e siècle, de par leur contact avec l'Empire chinois, les peuples turcophones... voilà. Donc là, nous avons les 12 mois de l'année, une illustration contemporaine des 12 mois de l'année avec les mois pour reconnaître les animaux, les rituels dont je vous ai parlé. Donc là, le rituel du rameau jaune. Ici, la période de la chasse. Le nouvel an Jagabairam. Il doit y avoir le rituel au mois de juin du rameau vert. On doit avoir le Tilgayak quelque part, peut-être pas. Donc, à partir du 8e siècle, je reprends, excusez-moi, de par leur contact avec l'Empire chinois, les peuples turcophones prennent connaissance du calendrier des 12 animaux, mais ne l'adoptent pas forcément dans toute sa complexité. C'est ce qui fait dire aux Chinois que les peuples turcophones ne connaissent pas la succession des années. Donc, n'arrivent pas à inscrire leurs années dans une période. Donc, c'est à partir du XIIIe siècle que l'Empire mongol et les États qui le composent adoptent le calendrier chinois des 12 animaux. Mais c'est un calendrier astrologique et complexe, avec lequel on passe d'une mesure du temps basée sur des choses concrètes, comme je vous ai montré, à une mesure du temps basée sur des choses abstraites. De par leur usage de l'année de calendrier Til, la plupart des peuples turcs étaient préparés depuis le 7e siècle toutefois à ce calendrier. Et c'est ce calendrier qui restera en usage chez les peuples de l'Altaï jusqu'à l'arrivée des Russes au XVIIIe siècle et l'adoption du calendrier julien
puis du calendrier grégorien. Alors, revenons sur ce calendrier des 12 animaux, donc là qui est celui décrit par les Altaïens. Donc il y a quelques petites différences avec le calendrier chinois lui-même. Alors, l'usage restait toutefois superficiel de ce calendrier, puisqu'il fixe le début de l'année au début du mois de février. Donc, il décale à peu près d'un mois et demi le début de l'année tel que le percevaient les Turcs à cette époque. Donc, je vous le rappelle, qui était vers la mi-mars, fin mars. Donc là, le début de l'année arrive en plein hiver. Et puis, le calendrier n'a pas non plus été employé pour l'astrologie dans sa manière la plus complexe. Mais à partir du XIIIe siècle, le bouddhisme est présent dans la région et c'est ce qui permet sa diffusion. Les Altaïens d'aujourd'hui continuent de considérer, d'utiliser ce calendrier pour caractériser certaines années comme plus ou moins propices en fonction du signe qui leur est associé. Donc certaines années sont bénéfiques du point de vue des conditions climatiques ou si l'on envisage certaines entreprises. Par ailleurs, ce calendrier marque un cycle de 12 années et qui permet de fêter les anniversaires avec un retour de l'année de naissance, du signe de l'année de naissance tous les 12 ans. Dans leur perception de ces années-là, les Altaïens disent qu'elles sont dangereuses pour ceux qui les fêtent. Donc, lorsqu'on fête son jubilé, il faut s'abstenir de faire de grands projets ou d'ôter la vie de l'animal sous le signe duquel on est né. Donc tout ça afin d'éviter une éventuelle maladie ou la mort. Seules les personnes qui sont nées l'année du singe ou l'année du dragon, donc le singe en altaïen se dit Médechin, et c'est également le nom de la constellation des Pléiades. Et donc, comme le dragon, la constellation des Pléiades se trouve dans le ciel, et donc on ne risque rien. On peut tuer tous les animaux qu'on veut sans avoir de soucis à se faire à ce niveau-là. Alors qu'une personne née sous le signe du mouton, lors de son année d'anniversaire, devra absolument éviter de tuer un mouton. Donc, puisque c'est un aliment de base, il va falloir demander au voisin ou à quelqu'un de sa parentèle de mettre à mort le mouton. Et ça peut parfois même dépasser le cadre de l'année d'anniversaire. Ça peut être même tout au long de sa vie. Par ailleurs, avec ce retour des années anniversaires, le calendrier des 12 animaux a introduit l'idée de siècle, Chak, en altaïen. Donc c'est le nom de l'anniversaire des 60 ans, qui est l'équivalent de 5 cycles de 12 ans. Le terme de Chak est intéressant, car il peut être rapproché du nom du poteau auquel les Altaïens attachent les chevaux. Voilà une illustration du calendrier avec les différents animaux. Vous voyez qu'en altaïen, puisque Médechin veut dire constellation des Pléiades, on n'a pas un singe, mais une espèce de parapluie comme ça qui illustre cette année-là. Donc voici le poteau d'attache, Chaki, Chakri, où on attache les chevaux et qui est situé en face de la maison traditionnelle. Donc sur ce poteau figurent des cannelures, là, dont certains Altaïens disent qu'elles représentent
le nombre de ses aïeux en ligne masculine que connaît le maître de maison. Idéalement, tout Altaïen doit connaître le nom de ses 7 aïeux qui l'ont précédé, et son poteau doit donc comporter 7 cannelures. Alors je ne sais pas combien on a. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on est tombé sur un beau poteau qui illustre bien cela. Donc voilà, ce serait peut-être allié le Chaki, peut-être qu'il faudrait lier les cannelures au fait que chaque cannelure représente un siècle, soit une génération, puisqu'à partir de 60 ans également, on est censé déjà avoir rempli pas mal de choses dans sa vie. Mais c'est plus encore vrai lorsque une personne atteint 72 ans, donc, soit 6 cycles. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle peut vraiment quitter la vie sans regret, ayant accompli tout ce qu'il est attendu d'un individu, c'est-à-dire avoir à l'arrière-petit-fils parmi sa parentèle, enfin chez soi. Excusez-moi, je bois. J'avance un peu trop. Alors, on sait depuis l'analyse du système chronologique des Turcs anciens qu'a fait Louis Bazin, qu'existait également dans le monde turco-mongol une manière de régler le cours de l'année lunisolaire par l'observation des conjonctions de la Lune et de la constellation des Pléiades, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui se dit Médecine. Alors, la constellation des Pléiades a cette particularité d'apparaître dans le ciel d'hiver à partir de la fin du mois d'août, et elle reste visible dans le ciel d'hiver jusqu'au mois de mai-juin. Après, elle disparaît sous l'horizon et on ne la voit plus durant l'été. L'apparition de cette constellation dans le ciel caractérise donc l'entrée dans la saison froide, et elle se combine avec des signes naturels qui sont par exemple le jaunissement des feuilles. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce rituel des feuilles jaunes qui a lieu à peu près à cette période également et qui marque l'entrée dans la saison froide. Donc, d'ailleurs, la saison froide est marquée par un grand aléatoire dans ces régions des moyens de subsistance. C'est la période la plus redoutée et dont il faut se prémunir au mieux. Donc, l'apparition des Pléiades indique le début de la saison de la chasse et le moment où il faut faire des rituels pour essayer d'obtenir des esprits, la bienveillance et des conditions climatiques favorables. C'est également le moment, l'apparition des Pléiades, où l'on peut commencer à réciter des poésies épiques. Donc je reviens à notre ami le chanteur d'épopée, que je vous ai montré tout à l'heure, le Kaichi, qui est un peu considéré comme une personne qui est un spécialiste religieux et qui est parfois considéré comme une personne aussi puissante que le chaman, du fait de sa capacité à attendrir les esprits pour obtenir justement une chasse fructueuse, des conditions climatiques bonnes pour l'hiver, pas trop froid. Donc c'est en tout cas, on retrouve cette manière de faire, ce début de la saison pour chanter les épopées, à partir de l'apparition des Pléiades, chez tous les peuples turcs du sud de la Sibérie. Donc qu'ils soient Altaïens, Khakas, leurs voisins, ou Tuva, encore leurs voisins.
Alors, donc, je vais... les rituels dont j'ai parlé tout à l'heure qui caractérisent le reverdissement des feuilles à l'entrée de la saison chaude et le jaunissement des feuilles à l'entrée de la saison froide, les Altaïens disent poétiquement que le rituel ouvre les oreilles de la terre au printemps et les ferme à l'arrivée de l'hiver. Donc ces rituels, comme je l'ai dit, servent à s'assurer les bonnes grâces des esprits en demandant des conditions climatiques favorables, un environnement propice et une chasse fructueuse. Donc, ça c'est un petit récapitulatif. Donc jusqu'à l'arrivée du calendrier julien, voilà ce qu'on a à peu près. Là, au milieu du XIXe siècle. Il y a un calendrier des 12 animaux qui découpe le temps au cycle de 12 années chaque, qui peuvent être l'équivalent de générations. Les années sont elles-mêmes découpées en deux périodes de 2 saisons par la constellation des Pléiades, par sa présence dans le ciel. Une année, c'est également 4 saisons, qui elles-mêmes sont composées de 3 lunaisons. La lunaison une lunaison, c'est à peu près un mois. Elle s'appelle Aïe, du nom de la lune, et elle-même est découpée en 4 phases de la lune, sur lesquelles nous reviendrons. Donc les mois Aïe font plus ou moins 30 jours, qui sont les jours qui sont eux-mêmes découpés de 24 à 26 périodes, et sur lesquelles, si nous avons le temps, nous allons revenir également. Vous remarquez qu'ici, je parle de 4 phases de la Lune, mais la notion de semaine est donc complètement étrangère à ce système de comptage du temps. Alors, ici nous avons un calendrier des activités. Voilà où il y a les rites collectifs qui apparaissent plus clairement sur celui-ci. Donc, ici, nous avons le rituel du rameau jaune à l'entrée dans l'hiver. Ah, il est là. Septembre. Bon, ici, de fin juin à septembre, c'est l'été. Donc, le travail du feutre. Ici, c'est un rituel qui s'appelle le Kochakan, mais qui n'existe plus depuis le 19e siècle. Ici, en novembre, nous avons la préparation de la viande pour l'hiver, la saison de la chasse. Ici, ça doit être le Chaga Bayram, au mois de janvier. Au mois de janvier, avec le retour du soleil. Ici, le rituel de Tsilgayak, le glissement de l'année. Il n'y a pas vraiment de dessin qui montre le rituel, mais on fait des glissades sur une peau d'animal, sur la neige, pour s'assurer une bonne année. Ici, donc, il y a l'ouverture de la viande que nous avons préparée avant l'hiver, donc qui a été mise à l'extérieur, au froid, au congélateur naturel. Ici, c'est le retour des fleurs. Et là, nous avons le rameau vert, donc l'entrée dans la saison chaude. Donc, voici les noms des différentes phases de la Lune. Donc, Aydin Kanzi, la nouvelle Lune, donc qui sont les premiers et deuxièmes quartiers de la Lune montante. La pleine Lune, Aydin Ptolomée, composée elle-même de 3 phases. Aydin Eskizi, la vieille Lune littéralement, qui est la Lune descendante, et Aydin Arazi, donc qui est quand la Lune n'est pas visible, qui chez nous est appelée nouvelle Lune.
Alors, lors des 2 premières phases de la Lune, lune montante, en tout cas la Lune montante et la pleine Lune, ainsi que les 2 premiers jours de la pleine Lune, ce sont les périodes les plus propices pour réaliser des rituels, qu'ils soient collectifs ou qu'ils concernent un individu, c'est-à-dire par exemple son mariage. Et du coup, c'est à cette période du mois que l'on organise tous les rituels. Par contre, la période de lune descendante est caractérisée par le vagabondage des esprits dans le monde des hommes. Et justement, c'est là où ils sont le plus dangereux pour les hommes et où il faut faire très attention et où il ne faut pas faire de rituels, sauf les rituels chamaniques, puisque les chamans sont en contact avec les esprits, tous les esprits, y compris les esprits néfastes, ceux qui se nourrissent d'âmes des hommes. Donc c'est là où le chaman aura les meilleures conditions pour entrer en contact avec eux. Et puis, pour terminer, je vais vous parler rapidement du découpage du jour, d'une journée. Donc la notion d'heure, il y a bien un terme altaïen qui la désigne, c'est sat, il vient de l'arabe, mais les techniques de mesure du temps des peuples de l'Altaï n'avaient jusqu'à très récemment pas atteint un degré de précision permettant une division horaire. Donc c'est plutôt les périodes de la journée étaient découpées en fonction de la position du soleil. Et puis il n'y a pas la notion de repas en commun, heure fixe non plus dans la région. Donc on se base plutôt sur ce qu'on voyait pour décrire les périodes de la journée. Donc je peux vous en citer quelques-unes rapidement. Kunchiri Shaldi, qui est le temps avant l'apparition du soleil, et qui correspond plus ou moins à 8 heures du matin. Taltush, qui signifie que le soleil est à son zénith, d'à peu près 13 heures. Armarchi Chachi, qui est 16 heures, et qui signifie... Armarchi, c'est le lasso qui sert à attraper les chevaux, donc c'est à peu près le moment où le soleil se trouve dans une position dans le ciel où on peut presque l'attraper avec un lasso. Voilà, donc il y a ce découpage du temps qui est assez approximatif. Il y a certaines périodes de la journée qui, comme les phases de la Lune, sont plus ou moins propices à l'accomplissement de choses, de rituels, ou plus ou moins néfastes. Donc tous les rituels dont je vous ai parlé ont lieu au moment du lever du soleil, très tôt le matin. Et par contre, tout ce qui concerne l'après-midi, voire le soir, c'est les moments où il ne faut rien entreprendre. Et par exemple, le soir, on ne sort pas la tête découverte, en tout cas pour les femmes. Elles se mettent un foulard sur la tête dès qu'elles vont à l'extérieur. Idem pour les enfants. Il ne faut pas les laisser jouer dehors au moment de ce qui s'appelle Kizlenir, le soir rouge, le moment du coucher du soleil, puisque c'est là où les esprits néfastes sont le plus actifs et peuvent s'emparer de l'âme d'un enfant. Donc les enfants rentrent à la maison et s'ils sont dehors, il ne faut surtout pas qu'ils s'appellent entre eux par leur nom, puisque les esprits peuvent entendre cela et c'est d'autant plus simple ensuite de s'emparer de leur âme. Également, le soleil n'est
toujours bon pour l'homme. Il faut tenter de ne pas recevoir ces rayons directement sur soi à certaines périodes de la journée, donc par exemple le matin, à midi ou le soir. Et encore moins se laisser toucher par ces rayons dans la yourte lorsqu'il passe par le trou à fumer. Donc finalement, ce découpage de la journée montre également qu'il y a certaines choses qu'il ne fallait pas faire à certaines périodes de la journée. Bon, par contre, aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui me disent se lever tôt le matin pour justement faire une espèce de yoga en fixant le soleil qui se lève pendant quelques dizaines de minutes. Et donc on voit là une potentielle influence New Age des manières de faire dans l'Altaï, de ces manières récentes, et qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qui pouvait être, ce qui a été recueilli par les ethnographes avant la période soviétique. Donc tout ça pour dire que les Altaïens ont quand même gardé, grâce à leur rituel, revenu au goût du jour aujourd'hui, une perception du temps basée sur ce qu'ils voyaient dans la nature, et que cette perception-là était assez rudimentaire, mais très efficace, et qu'elle répondait aux besoins d'une société dont la vie était immédiatement liée à celle des plantes et des animaux. Donc aujourd'hui, tout le monde a des montres, mais pour ces périodes, pour certains rituels, on fait toujours appel à cette perception du temps. Elle n'a pas forcément disparu. Donc voilà un rituel chamanique donc, qui se passe la nuit. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette perception, cette mesure du temps chez les Altaïens. Merci beaucoup.